Bonjour, je suis vraiment ravie de démarrer cette nouvelle exploration en profondeur. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet assez inattendu en fait. Parce que bon, face à l'effondrement d'un réseau électrique ou à une inflation galopante, la plupart des manuels de survie recommandent tous un peu la même chose. Ouais, c'est clair. Stocker de l'eau, accumuler des boîtes de conserve, se barricader chez soi, quoi. Voilà, c'est le bon vieux réflexe hyper défensif. Sauf que les documents qu'on décortique aujourd'hui proposent une arme secrète pour le moins étonnante, c'est-à-dire une grille de loto et des dés à jouer. Bah, en fait, c'est un changement de paradigme complet. Plutôt que de voir l'autonomie et la préparation comme une corvée anxiogène ou, tu vois, un délire paramilitaire. Ouais, un truc très sombre, quoi. Exactement. Là, l'écosystème qu'on étudie a choisi de transformer tout ça en un mécanisme social super créatif et surtout résolument joyeux. C'est ça. Du coup, notre mission aujourd'hui, c'est de plonger au cœur d'un projet qui s'appelle l'Atereco. On va voir comment un simple concept ludique, un jeu en fait, ambitionne carrément de bâtir une véritable résilience, mais à l'échelle d'une ville entière. Tout un programme, hein. Ah, ça, c'est sûr. On va analyser l'architecture du jeu, ses 90 thèmes, ses modes de jeu en plateau et en loto, et comment tout ça crée une économie parallèle tangible. Mais d'abord, un petit mot sur nos sources. Oui, pour mener cette analyse, on a rassemblé une documentation assez dense. Ça inclut les manifestes fondateurs de l'association Latereco, les livrets de règles super détaillés, des notes conceptuelles qui datent d'avril 2026 et aussi des synthèses techniques sur leurs outils communautaires. Comme la plateforme Cycloscat, par exemple. Voilà, Cyclos 4, exactement. Et là, il faut quand même préciser un truc important pour ceux qui nous écoutent. Ces textes sont parfois très acides envers nos structures actuelles. Ils critiquent vachement la concentration des médias, notre dépendance à la technologie ou même les monnaies numériques de banque centrale. Ah oui, ils les décrivent carrément comme une architecture de contrôle total, hein. C'est ça. Et du coup, notre rôle ici, c'est pas du tout de valider ces postures ou de prendre un quelconque parti politique. La démarche, elle est purement analytique. On veut juste comprendre objectivement la mécanique de leur solution. Ouais, c'est important de le rappeler. Parce que ce qui rend ces documents intéressants à analyser, c'est justement la réponse structurelle qu'ils apportent. Ils refusent l'opposition frontale pour vraiment construire un système alternatif parallèle. Bon, alors, commençons par le commencement. Avant même de comprendre comment jouer, il faut saisir leur postulat de base. C'est ce qu'ils appellent l'intelligence créative. Oui, alors, pour eux, face à la standardisation de la pensée qui est générée par les algorithmes, l'imagination humaine, ça devient la ressource de survie numéro un. Et ils ont cartographié ça avec une précision de dingue. Il y a 90 thèmes, divisés en 4 grands domaines. L'être, le foyer, la communauté et la société. Et le tout s'imbrique dans un calendrier perpétuel, tu vois. 4 saisons de 90 jours. Donc chaque jour a son thème. C'est ça. Et le calendrier, c'est pas juste décoratif. Le printemps est dédié à l'émergence des idées, l'été à leur structuration. L'automne à la récolte, j'imagine. Tout à fait. L'automne pour la récolte des projets et l'hiver pour l'introspection. C'est une vraie méthode de discipline intellectuelle, en fait. Et d'ailleurs, il n'y a pas de belle boîte en carton verni à acheter en magasin. Ah non, hein, c'est pas commercialisé. Non, le système est en copyleft, en copyright libre si tu préfères. Il pousse à l'upcycling. En gros, tu es censé dessiner toi-même ton plateau sur un vieux carton de récup. Le fait de fabriquer le jeu, c'est le premier exercice d'autonomie. D'accord, décortiquons un peu ça. Ce jeu, en fait, c'est un vrai couteau suisse de la survie. Mais la toute première lame qu'on te fait déplier, c'est pas un outil, c'est un miroir. Comment ça, un miroir? Bah, le domaine de l'être. Pourquoi commencer un manuel de résilience par, je sais pas, l'optimisme ou la psychologie, plutôt que par le stockage de l'eau ou l'isolation d'une maison? C'est contre-intuitif. Ah oui, je vois. En fait, la réponse, elle est dans leur concept de souveraineté intégrale. C'est-à-dire? Bah, l'ingénierie, la technique, ça sert strictement à rien si ton socle mental est friable. Si quelqu'un est totalement paralysé par l'éco-anxiété, peu importe le nombre de panneaux solaires qu'il met sur son toit, tu vois. Au final, son foyer va s'effondrer de l'intérieur face à la pression, c'est ça? Exactement. Le but de parler de la lumière, du temps ou de la gestion des peurs en premier, c'est pour opérer une bascule cognitive, passer du consommateur angoissé qui subit les infos à un créateur actif. Donc l'outil principal de la transition, c'est l'humain lui-même. C'est super intéressant. Et une fois que cette fondation est solide, là on passe au truc matériel. La phytoépuration, le recyclage, les éoliennes. La communication non violente aussi, qui fait partie des thèmes. Mais du coup, avoir 90 thèmes sur un bout de papier, c'est bien beau intellectuellement. Comment ça se traduit concrètement dans un salon si dit?
c'est là qu'intervient le mode plateau. C'est conçu pour des groupes de 2 à 10 personnes, et au lieu de ruiner tes adversaires, comme au Monopoly, ici la mécanique centrale repose juste sur la validation des connaissances. Ouais, les règles sont assez redoutables. Par exemple, je lance les dés, je tombe sur la case 41, l'eau, ou la case 66 sur le droit. Légal. Si je dis que je connais le sujet, on fait quoi? Eh bien, les autres joueurs te posent 3 questions techniques. Si tu réponds correctement, tu gagnes la case et tu deviens officiellement la ressource du groupe sur cette thématique. Ah, carrément. Ça fait une sorte de Wikipédia localisé, des compétences, on sait qui sait faire quoi. Mais soyons pragmatiques 2 secondes. Je t'écoute. Si je tombe sur la case pour fabriquer un four solaire ou configurer une radio VHF et qu'autour de la table, personne ne sait comment faire, le silence complet, ça crée pas un énorme sentiment d'impuissance de voir qu'on est tous incompétents? Alors, c'est là que c'est hyper subtil. Les concepteurs, ils appellent ça la pédagogie par le manque. Le jeu, en fait, c'est un audit. Un audit de vulnérabilité? C'est exactement ça. Si le groupe réalise qu'il ne sait pas purifier de l'eau, au lieu de paniquer, l'angoisse est canalisée par le jeu. La case vide déclenche ce qu'ils appellent un appel à projet pour l'unité locale. D'accord, donc la lacune devient un objectif? Voilà. Le groupe peut se dire, bon, on va se cotiser pour acheter un filtre Berket, tu sais, ces gros filtres à gravité en inox, et on va apprendre à l'entretenir ensemble. Du coup, l'apprentissage, c'est plus une corvée solitaire, ça devient une mission d'équipe. Le vide devient un moteur. C'est très malin. Mais Il y a un mais. lesquels? Un groupe de 5 personnes, ça fait pas une ville résiliente. Comment on passe à une échelle plus grande sans perdre la confiance du groupe? Ah les sources décrivent une métamorphose assez géniale pour ça. Le mode loto. Le loto. Genre avec les boules et le bingo. Exactement le même format, sauf que ça se passe dans une salle des fêtes avec 10, 50 ou 100 personnes. Un animateur tire des jetons de 1 à 90 qui correspondent au thème de l'autonomie. Et le truc qui change tout, ce sont ces petites tablettes bicolores qu'on donne à l'entrée. Oui, la face bleue, ça veut dire je connais ce thème, et la face orange, je veux l'apprendre. Donc imagine, l'animateur tire le numéro 38, disons la mobilité à vélo, et là, bam, dans la salle, les tablettes bleues et oranges se lèvent partout. Et pendant ce temps, un opérateur note frénétiquement qui lève quelle couleur à chaque tirage. Les lots, c'est pas des saucissons, j'imagine, non? Non, pas du tout. On gagne du matériel de survie, des semences paysannes ou des tickets de monnaie-temps. Mais le loto en lui-même, c'est qu'un prétexte. C'est-à-dire? Le vrai boulot se fait après. L'équipe organisatrice croise les données pour faire matcher les tablettes bleues avec les tablettes oranges. Donc, concrètement, c'est l'équivalent d'une appli de rencontre en direct. Sauf qu'au lieu de chercher l'âme sœur, on match avec le voisin qui sait réparer un alternateur ou construire une carter. C'est carrément ça. Et la dynamique derrière, c'est de générer la structure de base de ce que l'Atereco appelle l'archipel. L'archipel. Oui. Face à notre isolement numérique actuel, ce loto recrée une sécurité basée sur la compétence et le voisinage. Les petites îles isolées s'agrègent pour former un continent d'entraide, en gros. C'est génial. Bon, le maillage est fait, le maraîcher a rencontré l'informaticien, mais comment on s'assure que ces échanges restent viables économiquement? Parce que s'affranchir du système classique, c'est bien, mais il faut pas retomber dans un système de dette, quoi. Le 4e pilier du projet apporte la réponse technique à ça. C'est la monnaie temps. Ah oui, la fameuse. La règle d'or est hyper stricte. 1 minute de vie humaine est égale à 1 unité temps. Une UT. Donc pas d'inflation possible. Aucune. 1 heure investie aujourd'hui vaudra 60 minutes dans 20 ans. Et tout ça, c'est géré par ce logiciel open source, Cyclos 4. Ou même sur des carnets papier, style GE, pour jardin d'échange universel, si jamais Internet coupe. Donc, on crédite ton compte quand tu aides et on le débite quand tu demandes un service. Mais concrètement, financièrement, ça apporte quoi? Selon leurs calculs, ça permettrait à un foyer d'économiser environ 10% de son budget fiduciaire annuel. Et l'idée, c'est de réinvestir ces euros économisés dans du matériel tangent. Genre des panneaux solaires ou des cuves à eau? Voilà. Et ça crée un cercle vertueux. Tes équipements font baisser tes factures en euros, donc tu as moins besoin de travailler dans le système classique pour les payer. Ce qui libère du temps pour l'économie locale. C'est imparable. Et ils ont un lieu physique pour tout ça, non? L'espace Armageddon? Oui, le nom fait un peu film catastrophe, mais c'est juste un tiers-lieu hyper bienveillant. C'est le point névralgique où se font les échanges de matériel et la gestion de la monnaie temps. Et il y a aussi une station de communication d'urgence, c'est ça? Avec des radios VHF et des postes CB? Exactement. Des fréquences à courte et moyenne portée, totalement autonomes.
Ouais, ça passe pas par les antennes relais ou Internet. Donc si le réseau cellulaire tombe, l'espace Armageddon garantit que l'archipel reste connecté. C'est le centre nerveux qui empêche tout le monde de devenir aveugle et sourd pendant une crise. C'est super bien ficelé. Sauf que il y a un gros obstacle qui me saute aux yeux avec cette histoire de monnaie-temps. Ah, lequel? Posons les choses clairement. Si je suis chirurgien ou ingénieur, j'ai fait 10 ans d'études, je donne 1 heure de mon temps pour une intervention hyper complexe, je gagne 60 UT. Oui, normal. Mais si je demande à mon voisin de venir tondre ma pelouse pendant 1 heure, il gagne aussi 60 UT. C'est la règle, oui. Mais ça nie totalement les années d'effort et de spécialisation. Comment tu veux que les professionnels qualifiés acceptent un modèle qui annule la valeur marchande de leurs compétences? Ça risque pas de bloquer toutes les adhésions. C'est une excellente question. Et c'est une friction qui est totalement intentionnelle de leur part. Les auteurs répondent par le concept du contrat moral, adossé à ce qu'ils appellent l'arborescence santé. L'arborescence santé? Oui, ils refusent l'idée que la valeur d'un humain s'indexe sur la rareté de son savoir. Pour eux, la seule métrique vraiment équitable, c'est le temps limité de ta vie. Ouais. Philosophiquement, j'entends. Mais pour convaincre un chirurgien, c'est une autre histoire. C'est là que l'arborescence intervient. C'est une image très claire. Les racines de l'arbre, ce sont les nouveaux membres, souvent sans compétences ni matériel, et les branches supérieures, ce sont les anciens, qui ont des surplus d'unité temps ou un savoir poussé. Et donc, la sève redescend des branches vers les racines. Exactement. Le chirurgien y sent pas floué parce que le but n'est pas d'accumuler du capital personnel. Son surplus sert à parrainer l'intégration d'un nouveau venu. Ah, je comprends. Il réinjecte sa richesse temporelle pour sécuriser son environnement immédiat. Voilà. Et la loyauté que ça crée, ça t'offre une sécurité en cas d'effondrement que ton compte en banque ne pourra jamais t'acheter. En gros, un réseau local qui maîtrise sa propre monnaie et ses approvisionnements, ça devient quasi indestructible de l'intérieur. Ça supplée même l'État sur la cohésion sociale ou la santé préventive. C'est l'objectif ultime, oui. C'est vraiment une volonté implacable de métamorphoser notre angoisse en action partagée. Au lieu de s'enfermer dans un bunker sombre, l'Atereco propose de péter le toit du bunker, de faire entrer le soleil et de jouer au dé avec le quartier. C'est joliment dit. On passe d'une survie défensive à une résilience super offensive. D'ailleurs, les sources utilisent une super métaphore pour ça. Le choc entre la puissance de cristal et la puissance de granit. Ah oui, il faut l'expliciter, Fella. Le cristal, c'est notre société technologique actuelle, c'est ça? Ouais, c'est hyper sophistiqué, ça brille, c'est capable de calculs de dingue. Mais c'est hyper fragile. Une pénurie de puces électroniques et tout le cristal volant d'éclat. Alors que le granit, c'est ce réseau d'unités locales. C'est juste de la roche basique, des petits grains agglomérés. C'est pas aussi reluisant, mais c'est infiniment plus robuste. Si un grain s'effrite, la roche reste inébranlable. La robustesse par la redondance et la simplicité, quoi. Au final, quelle que soit notre vision du monde, ça vaut le coup de s'y pencher. Parce que face à la complexité vertigineuse des crises actuelles, la meilleure parade, c'est peut-être juste de retrouver des instincts hyper basiques. Réapprendre à jouer ensemble et cartographier les talents du quartier. Exactement. Recréer du tissu social tangible pour amortir les chocs. Mais avant de clore, il y a un dernier détail du manifeste qui mérite vraiment réflexion. L'aspect oracle du jeu. Oui, le fait de tirer un jeton d'un sac ou de lancer un dé physique pour déterminer le thème du jour. C'est fou quand on y pense. Aujourd'hui, le moindre clic, toutes nos journées sont dictées par des algorithmes opaques qui captent notre attention. C'est vrai que tout est prédictif aujourd'hui. Et là, confier son temps à un vrai tirage au sort, physique, matériel, utiliser un morceau de bois pour décider de ce qu'on va apprendre ou de la personne qu'on va aider ce matin-là, est-ce que ce serait pas finalement l'acte de rébellion technologique le plus pur qui soit? Réintroduire le hasard brut pour court-circuiter le déterminisme des machines. En effet, la question mérite d'être posée. Eh bien, ça laisse matière à réflexion pour tous ceux qui aiment creuser ces sujets. Merci beaucoup d'avoir décortiqué toute cette documentation avec moi aujourd'hui. Avec grand plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans nos sources. À la prochaine.